Bienvenue à Bruxelles, une grande ville que la franc-maçonnerie a depuis longtemps marquée de son empreinte. Nom d'écoles, de places publiques, de rues, de boulevards, mais aussi monuments et architecture. Cet endroit est donc idéal pour poser nos questions de ce soir, puisqu'elles concernent toutes les deux cette organisation discrète. Les voici. Ce soir, Question à la Une fait la part des choses en posant cette première question. Quel est le vrai pouvoir de la franc-maçonnerie ? Deuxième question, le secret maçonnique est-il la porte ouverte aux dérives ? Je promets de ne pas révéler les usages de la franc-maçonnerie. Difficile de percer le secret de la franc-maçonnerie. Existe-t-il vraiment ? Et si c'est le cas, ce secret favorise-t-il les dérapages ? Faut voir, je connais quelques dossiers où il n'y a que des maçons. Des dossiers qui ont mal tourné. Je suis bien obligé de me poser la question de l'influence de l'appartenance maçonnique. Aujourd'hui, Question à la Une lève enfin le voile sur la discrétion légendaire des francs-maçons. Depuis l'indépendance de la Belgique en 1830, Bruxelles a connu 18 bourgmestres. Ils sont tous statufiés ici à l'hôtel de ville. Sur ces 18 bourgmestres, seuls 6 n'étaient pas francs-maçons. Le culte du secret des maçons suscite forcément bien des fantasmes, s'ils se reconnaissent entre eux. Par contre, le monde profane, comme ils disent, ignore qu'ils en sont, sauf si à titre personnel, ils n'en font pas mystère. Des maçons, il y en a en politique, bien sûr, dans l'administration, dans la culture, etc., etc. Bref, il y en a partout. Il est donc normal que l'on s'interroge sur le rôle des loges dans la société. C'est pourquoi Sylvie Duquesnoy et Serge Reussing posent cette question. Quel est le vrai pouvoir de la franc-maçonnerie ? Bruxelles porte leur marque jusque dans ses pierres. Ils y ont laissé leur empreinte. On retrouve leurs symboles sur ces façades, et même si ce n'est pas toujours leur œuvre, dans ces espaces publics. Des rues leur sont dédiées, des monuments ont été édifiés à ces francs-maçons qui ont dirigé et façonné la capitale. La Belgique compte environ 25 000 francs-maçons. Cela fait de notre pays l'un des pays d'Europe où la franc-maçonnerie est la plus vigoureuse. Les francs-maçons tirent-ils les ficelles? Quelle est leur influence et leur pouvoir? Pour tenter de le cerner, nous sommes allés frapper à la porte du Temple. Celle du Grand Orient d'abord, la plus grosse obédience en Belgique. Eh bien voilà, les portes du Temple sont restées fermées. On nous a expliqué qu'elles s'étaient ouvertes il y a quelques mois pour une autre émission et que tout y avait été dit. Nous avons donc tenté notre chance auprès des autres obédiences présentes chez nous. À la Grande Loge régulière de Belgique, à la Grande Loge féminine de Belgique, à la Fédération belge du droit humain, toutes les portes sont restées fermées. L'extrême discrétion des francs-maçons n'est pas une légende. Une seule finalement, la Grande Loge de Belgique s'est ouverte à nous. En nombre de membres, c'est en Belgique la deuxième obédience. Fait exceptionnel, elle a permis à son grand maître de s'exprimer. Avant toute chose, donc, petite initiation. La franc-maçonnerie est une association d'hommes libres qui, par une démarche initiatique, en utilisant des symboles et des rituels, essaie de se perfectionner pour devenir un homme plus perfectionné et perfectionner ainsi l'humanité. Dans leur loge, c'est un peu comme une conférence. Ils écoutent l'un d'eux leur parler de l'origine de l'ambiguïté des symboles maçonniques ou de la conséquence du réchauffement climatique. Ce qui se passe ici, comment se déroule leur réunion, vous ne le verrez pas. Aucune loge n'autorise qu'on filme ces travaux. Et ce qui se dit dans le temple n'en sort pas, les maçons en font le serment. Mais nos archives regorgent de trésors, vous allez donc en avoir un aperçu.
Car fait rarissime, en 1979, nous avions pu filmer, dans une loge française, ce qu'on appelle une tenue blanche, c'est-à-dire une réunion ouverte à un orateur extérieur. Des images donc exceptionnelles. Vénérable maître, le respectable frère, grand directeur des cérémonies, demande l'entrée du temple. Veuillez l'admettre, mes frères. Debout, mes frères. Un collège des officiers avec son vénérable maître, ses surveillants, son couvreur et ses experts orchestrent les travaux. Le protocole est rigoureux. Les maçons ont leur rituel, leur code vestimentaire, tabliers, gants blancs et cordons sont de rigueur. L'ensemble très cérémonial, voire solennel, a de quoi surprendre. Tous mes frères ici assemblés vous accueillent debout, vous applaudissent même. Bien qu'ils aient ouvert leurs portes à notre caméra, les francs-maçons n'aiment pas les projecteurs. Beaucoup préfèrent ne pas se dévoiler. Au nom de la fraternité, il leur est en tout cas interdit de dévoiler leurs frères. Le mythe de la maçonnerie, c'est celui de son influence, parce qu'elle est une société discrète. Est-ce à dire pour autant que la franc-maçonnerie s'arrête aux portes du temple, qu'elle ne joue aucun rôle, n'a vraiment aucune influence sur la société? Cela, on a tout de même du mal à le croire. Les maçons sont d'ailleurs les premiers à mettre en avant ceux d'entre eux qui sont devenus célèbres et ce qu'on leur doit. Ils ont donc contribué à façonner notre société. Seule loi de l'histoire non signée par le roi, la loi sur la dépénalisation de l'avortement a été qualifiée de loi franc-maçonne, même si la maçonnerie s'en défend. Une fois que des mesures de ce type sont préconisées, elles sont présentées nécessairement comme étant le résultat d'un complot maçon. L'avortement, loi franc-maçonne, une interprétation tronquée de la réalité, reste que Roger Lallemand, auteur de la loi, est bien franc-maçon. Quand je suis arrivé ici il y a plus de 30 ans, 31 ans, c'était déjà une des choses qui à l'époque, jeune débutant, m'avait frappé. Il y avait ceux, me disait-on, qui fréquentent le temple local, le temple maçonnique, la loge, et puis il y a ceux qui vont à la cathédrale. J'ai connu mon prédécesseur, Père à ses cendres, était notoirement franc-maçon, mais sans le qui est sur tous les toits, mais il n'en faisait pas mystère. J'ai à un moment donné, lorsque j'étais président du tribunal de première instance, été le seul des 3 présidents de tribunaux à ne pas être franc-maçon. Est-ce que dans la justice, pour devenir magistrat, c'est important ou pas d'être franc-maçon ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vécu ces 10, 12, 15 dernières années un changement de système de nomination de magistrats. On est passé d'un système entièrement politique, politisé, particratique, à l'excès. On est passé de ce système-là à un système dit dépolitisé qui passe aujourd'hui par le Conseil supérieur de la justice. Et ce que j'entends, mais ce n'est pas isolé, c'est de plus en plus fréquemment, c'est un certain nombre de doléances disant on n'a pas la maîtrise des tenants et aboutissants de ce qui se passe. Il y a des éléments dans la prise de décision qui nous échappent. Et il semble à certains que ce qui échappe, le maillon de la chaîne qui manque, pourrait être de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas non plus la bonne carte politique au bon moment, mais la bonne obédience philosophique au bon moment. Et je trouve que si c'est vraiment le cas, on a quelque part perdu au change. Qu'est-ce que, pour moi, l'influence chrétienne ou franc-maçonne dans mon métier? C'est l'influence qui n'est pas démocratique, parce qu'elle n'est pas contrôlée, de tendances, de personnes qui se sont mises d'accord, à la limite comploteurs, et qui essayent de faire tourner, d'infléchir le sens d'une décision parce que le mouvement, l'obédience, a décidé que. Ma conception de l'avocat, c'est que nous devons être totalement indépendants de ces pouvoirs. Et que je ne peux pas imaginer un archevêque dans mon bureau me dicter ce que j'ai à faire, ni le grand maître de la loge. Alors, ils vont évidemment jurer le grand Dieu, toujours son jugement, que manifestement, il ne dicte pas. Encore une fois, c'est tellement quelque chose qui est prégnant, c'est tellement quelque chose qui est encore dans l'air du temps, qu'il y a des influences qui, pour moi, ne sont pas démocratiques.
La franc-maçonnerie ne serait pas présente que dans le secteur de la justice. On la retrouverait dans l'ensemble du secteur public comme dans le privé. Elle y serait, dit-on, un accélérateur de carrière. Pour en avoir le cœur net, petit détour par le GERFA, une association d'études de l'administration qui combat la politisation. Pour le GERFA, les nominations sont d'abord politiques, mais il ne faut pas négliger l'influence de la franc-maçonnerie. Quelle est la grande différence entre un club de pêcheurs à la ligne et un club de francs-maçons? Tous les deux se réunissent, ils ont des réunions, etc. Mais cela étant dit, bon, dans une loge maçonnique, vous allez rencontrer des gens en fait qui ont plus de pouvoir. Donc forcément, ils vont transmettre plus de pouvoir qu'un club de pêcheurs à la ligne. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, être franc-maçon, dans certains endroits, ça ouvre des portes? Dans le socle complet de l'administration fédérale, régionale et communautaire, je ne pense pas. Mais peut-être que dans certaines communes bruxelloises, dans l'enseignement, là, manifestement, cela continue à jouer un certain rôle, d'autant plus qu'il y a toujours une volonté d'avoir un enseignement très laïque en opposition avec l'enseignement catholique. L'enseignement public, les hôpitaux publics, les communes bruxelloises sont donc historiquement des bastions francs-maçons. À l'exception de 2 d'entre eux, tous les bourgmestres de Bruxelles-Ville étaient ou sont membres d'une loge. Y aurait-il donc des interférences entre franc-maçonnerie et politique? C'est sans aucun doute l'aspect le plus touchy de notre enquête. Nous avons contacté une dizaine d'hommes politiques qui ne font en principe pas mystère de leur appartenance à la franc-maçonnerie. Aucun d'eux n'a voulu nous répondre. Seul Hervé Asquin, ancien ministre, a accepté d'évoquer ces liens entre politique et franc-maçonnerie, mais en prenant bien soin d'enregistrer nos propos. Les liens, ils sont simples. Vous avez un certain nombre d'individus, hommes et femmes. Il se fait qu'ils font de la politique et il se fait que certains d'entre eux appartiennent à des loges maçonniques. Point final. Point final, peut-être un peu vite dit. À quelques kilomètres de là, un parlementaire CDH et qui se revendique chrétien affirme en tout cas avoir vu la franc-maçonnerie agir à plusieurs reprises au cours de ces 10 années de parlement. Je l'ai vu clairement dans les débats qui ont eu lieu à propos de la fin de vie et donc de l'euthanasie. Ça, c'était très clair. En quoi c'était clair? C'était clair qu'il y avait manifestement une espèce de mot d'ordre qui avait été donné à ceux qui étaient proches de la franc-maçonnerie de tenir une ligne. Maintenant, on peut dire on peut interpréter aussi la position de la quasi-totalité des mandataires issus des mouvements chrétiens comme répondant à un mot d'ordre, ce qui n'était pas vrai. Ça veut dire quand la franc-maçonnerie prétend qu'elle ne fait pas de politique. Mais elle doit faire de la politique. Elle est dans une société. Elle a des positions par rapport au fonctionnement de la société, à son avenir. Elle se livre, ce qui est tout à fait normal, à une réflexion sur l'organisation de la société. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? Sinon des positions politiques. Et il est assez légitime qu'elle souhaite que ces positions politiques soient relayées par un certain nombre de mandataires. Je dirais que le contraire serait anormal. On retrouve donc logiquement des francs-maçons jusque dans les gouvernements. À propos de celui-ci, le gouvernement Verhofstadt I, on a même carrément dit que c'était un gouvernement franc-maçon. Je dirais qu'il y a eu une alliance, non pas maçonnique, mais maçonnico-laïque peut-être, en tout cas laïque à coup sûr, pour parvenir à éjecter les socio-chrétiens du gouvernement. Et les francs-maçons de ce gouvernement, ils étaient nombreux? Alors je n'ai pas fait le décompte exact. Je pense qu'une moitié des membres de ce gouvernement devaient être maçons. Et qu'en est-il au Parlement? Dans les travées de la Chambre et du Sénat, les francs-maçons y sont-ils nombreux? Devant la frilosité, c'est peu dire, des parlementaires francs-maçons à nous accorder une interview, nous avons tout de même osé une estimation avec un parlementaire CDH. Je pense, sans beaucoup me tromper, qu'au sein du Parti socialiste, comme au sein du Parti libéral, il doit y avoir environ 50% des membres actifs, donc des parlementaires, qui sont membres de la franc-maçonnerie. Il y a même une fraternelle des parlementaires en Belgique.
En marge de la franc-maçonnerie, les fraternelles regroupent des frères qui exercent la même profession ou partagent les mêmes centres d'intérêt. Je ne pense pas que l'alliance maçonnique soit plus forte que les alliances politiques. Je pense que le politique est plus fort que le maçonnique. La primauté du politique, tout le monde en convient, mais alors pourquoi y a-t-il autant de francs-maçons parmi les hommes politiques? Que viennent-ils chercher en loge? On s'interroge, d'autant plus qu'ils n'y brillent apparemment pas par leur assiduité. Je pense que c'est tout de même une carte de visite dans notre société que de dire je suis franc-maçon. Surtout si on le dit en catimini. Et lui aussi, il en est, avec un clin d'œil appuyé.